Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline et comme toujours, je suis accompagnée d'Emmanuel. Comment ça va aujourd'hui, Emmanuel? Salut Charline, salut à tous. Oui, la forme, merci. Je suis content de retrouver notre belle communauté de curieux du français. Comment appelait-on déjà nos auditeurs? Les Frenchers? Non? On va trouver un truc sympa un jour. Ouais, faut vraiment qu'on se penche sur ce surnom un jour. En attendant, comme d'habitude, notre mission avec le French Podcast, c'est de vous aider à parler français dans la vraie vie. Pas juste réciter des dialogues de manuel, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on va plonger dans les situations quotidiennes, genre quand on fait des courses. Moi j'adore, c'est là où on entend le vrai français. Justement, tu sais, Emmanuel, ça me fait penser. Il y a quelques mois, j'ai testé le marché aux Capucins à Marseille, et j'étais persuadée de tout comprendre, jusqu'à ce que le marchand me demande si je voulais un cagaou. J'ai eu l'air faim. On en reparlera. Ah, ça c'est clair, hein. Le français des courses, ça n'a rien à voir avec le français des livres. Et franchement, c'est vraiment utile de se lancer dans les situations réelles. On apprend 1000 fois plus vite. Carrément, parce que ce qu'on entend dans la rue ou au marché, c'est souvent différent des dialogues de l'école. Les formules sont plus directes, parfois c'est un vrai autre monde. Moi, quand je suis arrivé dans mon petit quartier à Paris, la première fois que j'ai voulu acheter du fromage à l'épicerie, j'ai confondu gruyère et emmental. J'ai failli demander si je pouvais goûter le suisse, tu vois le genre. Et puis, il y a eu tous ces petits mots qu'on entend et qui ne sont dans aucun manuel. Mais c'est comme ça qu'on progresse, hein. Se tromper, oser recommencer, et surtout, ouvrir les oreilles. Alors on va lister quelques phrases toutes bêtes mais incontournables pour survivre au supermarché ou au marché. Tu veux commencer, Emmanuel? Avec plaisir. Bon, déjà, le classique « bonjour ». Parce qu'en France, si tu dis pas bonjour, tu sens tout de suite le froid, hein. Ensuite, si tu veux demander le prix, combien ça coûte? Ou pour demander un produit, je voudrais 2 kilos de pommes, s'il vous plaît. Il y a aussi la question existentielle à la caisse. C'est à moi? Ça, c'est le rituel, tu l'entends partout. Puis les petits mots comme carte de fidélité ou vous avez la carte du magasin? À force, on finit par répondre non merci, sans réfléchir. Et ne pas oublier le fameux « vous prenez la CB ?» parce qu'il y a encore des endroits où ils veulent du liquide. Étonnant, mais vrai. On va faire une petite simulation, histoire de voir comment tout ça s'enchaîne, d'accord? Je fais la caissière et toi le client? Allez, c'est parti. Bonjour madame, je voudrais payer mes courses s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Alors, avec la carte du magasin peut-être? Aujourd'hui, il y a une promo sur les pommes. 2 kilos achetés, 1 offert. Ah, non, je n'ai pas la carte. C'est à combien en fait? Je croyais que c'était 3 € le kilo. Oui, normalement. Mais avec la promo, c'est encore moins cher. Sinon, vous payez comment? Espèce ou carte? Carte s'il vous plaît. Et puis, je peux avoir un sac? Je suis désolé, j'ai oublié le mien. Classique. Très bien, tenez. Et bonne journée surtout. Merci, à vous aussi. Tu vois, dans ce genre de scène, tout est dans la politesse, dans les détails. Et parfois, la caissière parle vite, c'est pas évident à suivre. Ouais, bon. Le débit, l'accent, tout va à 1000 à l'heure. Y a pas de honte à demander de répéter. Même moi, je le fais. Bon, on passe aux choses sérieuses. Pour frimer un peu devant les locaux, il faut un peu d'argot, non? Grave! On en a sélectionné 5. D'abord, fringues. Au lieu de dire vêtements, tu dis « j'aime bien tes fringues ». C'est direct, hop, cool. Ensuite, t'as bouffer, qui veut juste dire manger. Alors, on va bouffer? Ça passe partout. Après, on a thune, pour dire argent. J'ai pas de thune, désolé. Et puis, flipper, c'est quand tu stresses ou que t'as la trouille, genre « j'ai flippé avant l'examen ». Et enfin, kiffer, pour dire qu'on aime vraiment quelque chose. Je kiffe ce podcast. Simple. Cela dit, tous ces mots ne s'utilisent pas partout pareil. Par exemple, thune, c'est un peu vieillot chez certains jeunes. Ils utilisent oseille, par exemple. Oh, et tiffer, c'est totalement rentré dans le langage courant maintenant. Même ma mère le sort parfois. Ouais, puis ça dépend aussi des régions. Je crois qu'à Marseille, il y a des mots que tu n'entends jamais ailleurs. Enfin, fais attention, l'argot, ça change vite. Bon alors, pour nos auditeurs, petit challenge. Essayez de répéter après nous. Je voudrais 2 kilos de pommes, s'il vous plaît. Puis, pour la version avec de l'argot. Emmanuel? Genre, salut, je prends 2 kilos de pommes pour bouffer, merci. C'est plus détendu. Voilà, parfait. Puis vous pouvez aussi vous entraîner à écouter. Enregistrez votre voix, vous corrigez. On fait tous des erreurs, c'est normal. Au fait, je me rappelle d'une fois où Emmanuel s'est planté entre pomme comme le fruit
et pomme de douche. Oui, je voulais demander des pommes, et au lieu de ça, je crois que j'ai fait comprendre que je cherchais à prendre une douche. Le marchand m'a regardé comme si j'étais fou. Comme quoi, parler c'est bien, mais le contexte, c'est encore mieux. Ah, les petites erreurs qui font sourire. Tu sais, beaucoup de gens oublient le sourire ici. Ça change tout, un sourire. Et aussi le vouvoiement. En France, c'est super important, même si ça a l'air un peu formel. Oui, vraiment. Un bonjour madame avec le sourire et tout passe. Et fais gaffe aux faux amis aussi. Genre, le mot pain, en anglais c'est la douleur, en français c'est la baguette, hein. Ça peut donner des situations marrantes. Exactement. Et des fois, même quand tu crois bien dire, il y a un truc qui échappe. Mais bon, faut pas se décourager. Le plus important, c'est de rester poli. Même dans la galère, tu rigoles et tu fais comme si c'était voulu. Et puis, parmi les jeunes, il y a tout un autre univers. J'entends ma fille sortir des expressions comme « c'est nickel » ou « ça roule ». Ça veut juste dire « c'est parfait, tout va bien ». Ouais, et au marché, les jeunes vendeurs, ils parlent vite. Ils te balancent un tranquille au lieu de vous allez bien. Là, si tu prends tout au pied de la lettre, t'es vite perdu. Et franchement, c'est drôle parce que j'essaie de suivre, mais entre « c'est la hesse »,« on chill » et « c'est carré », j'ai l'impression d'être larguée. Ça évolue super vite. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse du français. C'est vivant. Franchement, écouter des podcasts, c'est top pour progresser, pas vrai? Déjà parce qu'on entend le vrai français, avec tous les accents, les hésitations, la vitesse. Oui, puis il y a tellement de choix maintenant. Des épisodes sur la vie quotidienne, sur l'actualité, sur la cuisine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'aime bien Inner French ou Coffee Break French. C'est super efficace. Je conseille aussi Transfert pour les histoires vraies. Et puis si tu veux t'immiscer dans les discussions de natifs, tu tapes dans tous les podcasts natifs. Regarde ce qui te parle, franchement, il y a de tout. Et c'est complémentaire à l'apprentissage en classe. En classe, on structure, dans l'écoute, on s'immerge, on s'habitue à tous les petits défauts de la langue parlée. Les balados, c'est une fenêtre sur la vraie vie. Bon, on arrive à la fin. Pour parler comme un natif, c'est pas sorcier. Faut oser utiliser l'argot, mais doucement. Pas la peine d'en mettre partout non plus, sinon ça fait bizarre. Oui, puis il faut observer. Comment parlent les gens autour de vous quand vous faites les courses? Écoutez, répétez, sans vous stresser. Et surtout, profitez des occasions. Osez dire fringue, kiffer ou thune au marché. Ça démarre souvent une vraie conversation. C'est ça, amusez-vous. Plus vous pratiquerez avec des Français, plus ça deviendra naturel. Même si on se plante, on progresse à chaque fois. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode du French Podcast. On reviendra vite avec d'autres astuces et situations du quotidien. En attendant, lancez-vous au marché. Et Charline, tu veux la dernière phrase? Merci Emmanuel. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite sur French Podcast. Et surtout, continuez de kiffer le français. À bientôt Emmanuel. Salut à tous. Salut Charline, salut les Frenchers. Ou je sais pas comment on dit. À la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, une frustration, je pense que beaucoup de gens connaissent. Ah oui, je vois très bien de quoi on parle. Ce moment où, après des années de français à l'école, on arrive en France, on commande un café et on a l'impression que c'est pas la même langue. Exactement. Le choc entre la théorie et la réalité. C'est ça. Ce décalage entre le français des livres et le français de la rue. Et pour creuser ça, on a plusieurs sources intéressantes. Le point de départ, c'est un titre de podcast qui nous a interpellés. Le français qu'on ne vous apprend pas à l'école. Un titre très accrocheur. Très. Et à côté de ça, on a aussi des blogs d'apprenants, des témoignages qui expriment ce blocage, et même une analyse plus linguistique sur l'évolution de l'oral. Et tout ça nous ramène à la même question. C'est quoi au fond ce français réel? C'est une question fondamentale. Parce que ce titre et ces témoignages, en fait, ils pointent vers une tension. Une tension, oui. Oui. D'un côté, il y a la langue comme un monument, une structure, des règles, une grammaire. C'est le français de l'école. C'est, disons, le squelette. D'accord, c'est la base, c'est solide. Indispensable. Mais de l'autre côté, il y a la langue comme un organisme vivant, qui respire, qui bouge, qui change tous les jours. C'est la chair, le sang. Et la frustration vient du fait qu'on nous donne le squelette. Et on nous lâche au milieu de l'organisme vivant sans mode d'emploi. Et cet organisme, lui, il est beaucoup plus chaotique. C'est une super image. Alors, essayons de disséquer un peu cet organisme. Quand on parle du français qu'on n'apprend pas à l'école, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est l'argot.
Bien sûr. Le verlan, des mots comme ouf, chelot. Oui, mais ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est la plus visible, presque folklorique. Le vrai fossé, il est souvent plus subtil. C'est-à-dire? Il se cache dans des choses qu'on entend tout le temps. Par exemple, la façon dont les mots sont mangés à l'oral. Prenez la négation. Ah oui, À l'école, on apprend « je ne sais pas ». C'est la règle. Mais dans une vraie conversation, personne ne dit ça. C'est je sais pas. Ou même je sais pas. Si quelqu'un utilise le ne à l'oral dans un café, on sait tout de suite que c'est pas un natif. exactement. Et cette fluidité, cette économie de mots, ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Les fameux tics de langage. Le fameux du coup. Le du coup qui est devenu une ponctuation, ou le en fait qui nuance, le voilà qui conclut. C'est vrai. Ces petits mots, ils sont le liant de la conversation. Ils n'apportent pas un sens sémantique pur, mais ils donnent le rythme, l'authenticité. Donc ce n'est pas qu'une question de vocabulaire, de mots à apprendre. C'est une question de musique en fait. C'est toute la différence. On touche à la prosodie. Le français scolaire est souvent plat, très articulé. Oui, très propre. Le français parlé, c'est une mélodie, avec des accélérations, des intonations qui peuvent tout changer. Et ça, c'est quasi impossible à annoter dans un manuel. Ce qui nous amène au registre de langue. Le soutenu, le courant, le familier. Et c'est peut-être la compétence la plus dure à acquérir. Savoir quel costume linguistique porter. Ah, j'aime bien l'idée du costume. Prenons un exemple simple. Demander de l'aide. En registre très soutenu, on dirait « Auriez-vous l'obligeance de m'assister ?» Personne ne parle comme ça. Jamais. Mais il faut le comprendre. En courant, ce serait « OK ». Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? Ok, normal. Et en familier, avec un ami, tu peux me filer un coup de main ? D'accord. La vraie compétence, c'est pas de connaître les 3 phrases, c'est de sentir instinctivement laquelle utiliser, avec qui et à quel moment. C'est cette intuition que l'école a du mal à transmettre. Mais ça semble tellement clé, tellement fondamental. Du coup, ça nous ramène à la question de départ. Pourquoi l'école reste si formelle ? Est-ce qu'il y a une idée que ce français parlé est mauvais, qu'il est incorrect ? C'est une perception, mais la raison est plus profonde et d'une certaine manière plus défendable. Ah, Il faut comprendre le rôle d'institutions comme l'Académie française. Leur mission, c'est de standardiser la langue, de lui donner une encre, une référence. une sorte de gardien du temple ? Un peu, oui. Et l'école s'inscrit là-dedans. Elle enseigne un socle commun, une base stable qui est vitale pour tout ce qui est officiel. Le travail, l'administration, les études. C'est le français qui permet de rédiger un mail pro, de passer un entretien ? Exactement. C'est la langue qui unit, la référence commune au-delà des accents ou des classes sociales. On construit les murs porteurs de la maison avant de choisir la déco. C'est une bonne analogie. Sans cette structure, la communication formelle deviendrait un chaos. Et puis, il y a une raison bien plus pragmatique. Laquelle ? La vitesse. Le langage parlé évolue à une vitesse folle, surtout les expressions à la mode. Ce qui est cool aujourd'hui est ridicule dans 5 ans. Ah oui, c'est vrai. Imaginez un manuel scolaire qui essaie d'intégrer ça. Il serait périmé avant même d'être imprimé. D'accord, je vois. Le but de l'école, c'est pas d'apprendre à parler comme un jeune de 20 ans en 2025. C'est de donner des outils qui durent. Une grammaire sur laquelle on peut ensuite venir greffer toutes les nuances qu'on découvre. Ok, donc l'école donne la carte et la boussole, mais l'exploration du territoire, c'est à chacun de la faire. Ça nous amène à la solution que toutes nos sources pointent du doigt. L'immersion. Exactement. Si l'école ne peut pas le faire, comment on comble ce fossé ? Et ce mot « immersion », il revient partout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au-delà d'écouter la langue ? L'immersion, et c'est pour ça que le format podcast dont on parlait est si puissant, ça change tout le paradigme. On passe d'un apprentissage par la traduction à un apprentissage par le contexte. C'est-à-dire ? Au lieu d'avoir une liste de mots avec leur équivalent, on entend un mot dans une conversation, avec une intonation, un rire derrière, un bruit de fond. Le cerveau ne traduit plus, il déduit. Il s'habitue à la musique, c'est ça le style. Il s'habitue à la musique, aux accents, au débit de parole, aux hésitations, à tout ce qui est humain dans la communication et qui est complètement gommé dans un dialogue de manuel. C'est un entraînement passif de l'oreille qui finit par reconnaître des motifs. C'est un entraînement actif de l'intuition. Au début, on comprend peut-être que 30%. C'est pas grave. C'est même normal. Et c'est là que ça devient intéressant. Le cerveau est forcé de faire des hypothèses avec le contexte, le ton de la voix. C'est un processus beaucoup plus engageant.
Et finalement, c'est beaucoup plus proche de la manière dont on a appris notre langue maternelle. Un enfant ne demande pas la règle de grammaire. Ils écoutent, ils limitent, ils devinent. L'immersion, ça réactive ce mécanisme d'apprentissage qui est en nous. Attends, mais là, j'ai une objection qui me vient. Je t'écoute? Il n'y a pas un danger? Un non-natif qui essaye d'utiliser de l'argot tout frais, des tics de langage, ça peut sonner très faux, voire ridicule. Ah, mais c'est une excellente objection. Un peu comme un parent qui veut parler comme ses ados pour avoir l'air jeune. C'est un piège, un vrai piège. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le but. L'objectif premier de l'immersion, ce n'est pas forcément de transformer quelqu'un en parfait imitateur du parler d'une banlieue parisienne. Alors c'est quoi? Le but premier, c'est la compréhension. C'est de développer une oreille qui décode la langue telle qu'elle est parlée. La production, c'est-à-dire parler soi-même comme ça vient après, et avec prudence. D'accord. L'immersion, ça donne les clés pour ne pas être perdu. Je me souviens de ma première fois à Marseille, après des années de français impeccable à la fac. Et Je ne comprenais rien, pas un mot sur deux. Pas à cause de la grammaire, à cause de l'accent, du rythme, des expressions. L'immersion m'aurait préparé à ça. donc, si je résume, l'immersion sert d'abord à passer d'une connaissance passive des règles à une compréhension active du langage vivant. C'est ça. C'est le pont pour passer de connaître le français à comprendre les Français. Et seulement après, on peut espérer parler comme les Français. C'est tout à fait ça. C'est la différence entre la compétence linguistique, donc connaître les règles, et la performance communicative. Se débrouiller dans une situation réelle. Exactement. Et l'immersion, ça développe la performance. C'est fou de voir comment, en partant juste d'un titre de podcast, on a pu déplier toute cette complexité. On a cette double nature. D'un côté, la langue codifiée, stable, le monument, Qu'on préserve, et c'est important. et de l'autre, la langue vécue, incarnée, le torrent qui change de lit tout le temps. Et les deux ne sont pas ennemis, ils sont complémentaires. Ce titre, c'est juste un rappel que maîtriser une langue, c'est pas juste cocher des cases de grammaire. C'est une compétence holistique. Qui inclut la culture, les codes sociaux, L'humour, l'implicite. tout ça. La base scolaire, c'est le squelette. Il est indispensable pour se tenir debout. Mais le langage vivant, c'est ce qui permet de marcher, de courir, de danser. Et l'immersion, c'est le meilleur moyen d'apprendre à bouger avec la langue. Et ça soulève une question qui va bien au-delà des langues, en fait, pour n'importe quelle compétence. Que ce soit la programmation, la musique, le management, quelle est la version qu'on ne nous apprend pas à l'école? C'est une excellente question. Et surtout, qu'est-ce qu'on manque en fluidité, en maîtrise réelle, si on ne va pas la chercher activement?